Les lustres de la salle de bal de Lady Pemberton jetaient leur lumière dorée sur les robes de soie et les parquets cirés, illuminant une scène qui s'était répétée d'innombrables fois tout au long de la saison londonienne de 1815. Des gentilshommes en tenue de soirée, tournant comme des prédateurs autour de jeunes dames parées de leurs plus beaux atours, des mères observant d'un œil calculateur, des musiciens jouant des valses qui semblaient se moquer de ceux qui restaient sans partenaire. Dans le coin le plus éloigné, partiellement dissimulé par une fougère en pot et délibérément positionné hors de la vue de ceux qui mesuraient de la valeur en beauté et en lignage, était assise Lady Beatrice Thornwood, un volume de poésie de Byron ouvert sur ses genoux, ses doigts traçant les vers comme s'ils pouvaient la transporter loin de cette prison scintillante de jugement. Elle était habituée à sa place ici, parmi les laissés pour compte et les filles oubliées, habituée à la façon dont les regards glissaient sur sa silhouette quelconque sans s'arrêter ni s'y intéresser, car elle ne possédait aucun des attributs que la société jugeait essentiels au succès féminin. Ses cheveux, d'un brun terne qui refusait toute tentative d'arrangement à la mode, encadraient un visage marqué de taches de rousseur que la poudre ne pouvait dissimuler, et des traits assez plaisants, mais totalement oubliables selon les normes exigeantes du ton. Elle était d'une taille peu à la mode, sa silhouette n'étant ni svelte ni voluptueuse, mais simplement ordinaire, et sa dot, bien que respectable, n'était pas suffisante pour surmonter ses défauts dans l'arithmétique cruelle du marché du mariage. Pourtant, dans sa poitrine battait un cœur qui ressentait peut-être trop profondément, et derrière ses yeux noisettes sans éclat vivait un esprit assez vif pour disséquer les absurdités du monde qui la rejetait, un esprit qu'elle gardait soigneusement contenu de peur de se rendre encore moins agréable aux prétendants potentiels qui préféraient leurs épouses décoratives et dociles. Elle avait appris à trouver du réconfort dans la littérature, dans les mondes qui s'ouvraient entre les couvertures des livres, chez les poètes qui écrivaient sur l'amour, la perte et une beauté qui transcendait le simple physique. Les notes d'un quadrille flottèrent à travers la salle de bal, et elle observa, comme elle l'avait fait 100 fois auparavant, les couples exécutant leurs pas avec une grâce exercée, se demandant ce que cela ferait d'être choisi, d'être vu, d'être désiré. C'est alors qu'elle entendit la voix, profonde, cultivée, empreinte d'une arrogance aristocratique, provenant de l'alcôve voisine où les gentilshommes se réunissaient pour discuter de chevaux, de politique et des mérites relatifs des débutantes de la saison. Le duc d'Ashford, resplendissant dans une tenue de soirée qui soulignait ses larges épaules et sa stature imposante, se tenait parmi ses compagnons comme un dieu parmi les mortels, ses beaux traits arborant une expression de supériorité ennuyée qui venait naturellement à ceux nés dans sa condition. Elle l'avait observé tout au long de la saison, comme on observerait une comète ou une éclipse, quelque chose de brillant, de distant et de totalement hors de portée, et elle ne s'était livrée à aucune fantaisie stupide sur le fait d'attirer son attention, car elle comprenait précisément sa place dans la hiérarchie de la société. Mais maintenant, sa voix lui parvenait avec une clarté parfaite et dévastatrice, alors qu'il répondait à une question sur des mariages potentiels. « Lady Beatrice Thornwood ? Grand Dieu, non. La fille est banale et absolument impossible à marier. Une tragédie de lignage gâché. Il faudrait être bien désespéré pour envisager une telle union. » Le rire qui suivit sa déclaration la frappa comme des coups physiques, chaque gloussement de ses compagnons étant un autre clou dans le cercueil de sa dignité. Le volume de poésie glissa de ses doigts engourdis, et elle sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Quelque chose qui avait été fragile mais plein d'espoir, quelque chose qui avait cru que peut-être, un jour, quelqu'un verrait au-delà de son extérieur ordinaire la personne à l'intérieur. Elle ne pleura pas, elle avait trop de fierté pour cela, mais elle se leva avec une précision soignée, ramassa son livre et sortit de la salle de bal, la tête haute et le cœur brisé, sachant avec une certitude absolue
qu'elle ne se soumettrait plus jamais à cette forme particulière de torture, qu'elle se retirerait entièrement d'une société qui avait clairement exprimé son jugement par la cruauté désinvolte d'un duc qui ne se souviendrait jamais de ce moment ni de la dévastation qu'il avait provoquée. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires d'où nous regardez-vous. Maintenant, commençons. Les semaines qui suivirent son départ de Londres passèrent dans un tourbillon de pluie et de nuits agitées, et Béatrice se retrouva enfin dans l'étreinte familière de Thornwood Hall, le domaine de campagne de sa famille dans le Derbyshire, où les collines ondoyantes et les forêts anciennes offraient un sanctuaire contre la cruauté des salles de bal de la société et le souvenir lancinant de mots qui s'étaient gravés dans son âme. Elle avait seulement dit à ses parents que la saison l'avait épuisée, qu'elle avait besoin de repos et de l'air de la campagne, et ils avaient accepté cette explication avec la douce préoccupation de ceux qui l'aimaient, mais n'avaient jamais tout à fait compris les profondeurs de son monde intérieur. Les vastes paysages de pensée et de sentiments qui existaient derrière son extérieur quelconque. Ici, entourée des livres qui tapissaient les murs de la bibliothèque et des jardins que sa mère avait plantés des années auparavant, Béatrice commença le lent travail de transformer sa douleur en quelque chose qui ressemblait à un but, refusant de laisser le mépris du duc d'Ashford définir les limites de son existence. Elle se levait chaque matin avec le soleil et se promenait dans le village, où les villageois la saluaient avec une chaleur sincère qui n'avait rien à voir avec son apparence ou sa capacité à se marier, où sa valeur se mesurait en gentillesse plutôt qu'en beauté, en action utile plutôt qu'en présence décorative. L'école du village, un modeste bâtiment qui servait les enfants des fermiers et des artisans, devint son projet particulier, et elle passait ses après-midi à leur enseigner les lettres et les chiffres, regardant leurs visages s'illuminer du même émerveillement qu'elle avait ressenti lorsque les livres lui avaient ouvert leur monde pour la première fois, pensant que c'était peut-être un meilleur héritage que n'importe quel mariage de société ne pourrait offrir. Ces jeunes esprits qu'elle aidait à nourrir, ces avenirs qu'elle aidait à façonner par le don de la lecture et du savoir. Quand la fièvre balaya le village à l'approche de l'automne, elle se déplaça parmi les malades avec le médecin, portant du bouillon et des draps propres, veillant de longues nuits auprès de ceux qui n'avaient personne d'autre, ses mains douces sur les fronts fiévreux, sa voix basse murmurant des prières et du réconfort. Et elle découvrit que se sentir utile était une forme de beauté en soi, que l'utilité portait sa propre dignité, qu'aucun jugement de salle de bal ne pouvait diminuer. Pendant ce temps, à Londres, le duc d'Ashford continuait ses journées de la manière insouciante de ceux habitués aux privilèges, sa cruauté désinvolte déjà oubliée parmi les innombrables autres déclarations et opinions qu'il livrait avec la certitude de celui qui n'avait jamais remis en question son droit de juger, ses nuits remplies de cartes, de boissons et de l'admiration de ceux qui cherchaient les faveurs d'un duc. Ses paroles sur Lady Beatrice Thornwood n'ayant pas plus d'importance pour lui que le choix de sa cravate ou son opinion sur le temps. Pourtant, à Thornwood Hall, le frère de Béatrice, Edmond, arriva avec la fureur d'une tempête. Ses traits normalement plaisants durcis par la rage, alors qu'il exigeait de connaître tous les détails de ce qui avait chassé sa sœur bien-aimée de Londres, et quand elle avoua enfin toute l'histoire, la conversation surprise, la déclaration du duc, le rire de ses compagnons, la main d'Edmund se porta à son épée avec un instinct né de l'amour et d'une fureur protectrice. Mais Béatrice l'arrêta d'un contact sur son bras et avec des yeux qui imploraient la paix, lui disant que provoquer le duc d'Ashford en duel ne résoudrait rien, ne ferait que créer un scandale et confirmer l'opinion de la société qu'elle était en effet impossible à marier, une femme dont la famille devait la défendre par la violence, parce que ses propres mérites ne pouvaient parler pour eux-mêmes.
Edmund céda à ses souhaits. Bien que sa mâchoire restât crispée de colère réprimée, bien qu'il jurât en privé que s'il rencontrait un jour Ashford dans des circonstances permettant une rétribution, il s'assurerait que le duc comprenne le coup de blesser ceux qui ne méritaient que de la gentillesse. Et il regarda sa sœur se retirer davantage dans ses livres et ses œuvres de charité, reconnaissant la solitude particulière de celle qui avait espéré l'amour et n'avait trouvé que le mépris, se demandant si elle ferait un jour à nouveau assez confiance pour ouvrir son cœur gardé. L'automne arriva avec sa palette d'ambre et de cramoisi, transformant la campagne du Derbyshire en quelque chose ressemblant aux manuscrits enluminés que Béatrice avait étudiés dans la bibliothèque de son père, et avec le changement de saison vint Lord Sebastian Hartley, un veuf d'environ 35 ans, dont la réputation de poète et d'érudit avait atteint même les coins tranquilles de la société campagnarde, où Béatrice s'était réfugiée des cruautés du monde à la mode. Il était venu dans la région en quête d'inspiration pour un recueil de vers sur les paysages ruraux de l'Angleterre, séjournant chez de lointains cousins dont le domaine bordait les terres de Thornwood, et c'est par un matin frais d'octobre, quand l'air portait l'odeur de la fumée de bois et des feuilles mourantes, qu'il rencontra pour la première fois Lady Béatrice dans l'école du village, où elle était assise entourée d'une douzaine d'enfants d'âge variés, sa voix animée tandis qu'elle les guidait à travers leurs lettres avec une patience et un enthousiasme qui semblaient illuminer ses traits de l'intérieur. Sébastien s'arrêta sur le seuil, captivé non par la beauté au sens conventionnel, mais par quelque chose de bien plus fascinant, l'intelligence qui pétillait dans ses yeux, alors qu'elle expliquait un concept difficile, la chaleur sincère de son sourire, quand un élève en difficulté comprenait enfin sa leçon, l'économie gracieuse de ses mouvements, alors qu'elle se déplaçait entre les bancs de bois brut, et il se surprit à penser que voici une femme que la société avait d'une manière ou d'une autre négligée, un trésor caché à la vue de tous, parce que ceux qui ne cherchaient que l'éclat de surface n'avaient jamais appris à reconnaître le rayonnement plus profond d'un esprit cultivé et d'un cœur généreux. Quand la leçon se termina et que les enfants se dispersèrent vers leurs maisons avec leurs ardoises et leurs abécédaires, Sébastien se présenta avec la courtoisie soignée de celui qui avait appris que le deuil enseigne l'humilité, et ils engagèrent la conversation sur les livres qui garnissaient les étagères de l'école, découvrant un amour partagé pour Wordsworth et Coleridge, débattant des mérites du formalisme de Pope contre l'immédiateté émotionnelle des poètes romantiques, leur discussion allant de la littérature à la philosophie, en passant par la nature de la beauté elle-même, et Béatrice sentit quelque chose d'inhabituel s'agiter dans sa poitrine, le début dangereux et fragile de l'espoir que peut-être tous les hommes ne mesuraient pas la valeur selon les normes qu'il avait jugées insuffisantes. Sébastien observa la façon dont son visage s'animait lorsqu'elle discutait d'idées, la façon dont ses mains gesticulaient de manière expressive pour souligner un point, la façon dont son rire éclatait sans retenue et sincère lorsqu'il faisait une observation particulièrement pertinente, et il vit ce que le monde à la mode, dans son aveuglement, n'avait pas réussi à percevoir, que ses yeux contenaient des profondeurs de sentiment et d'intelligence qui rendaient la simple beauté physique une chose pauvre et superficielle, que son sourire portait une chaleur qui pouvait soutenir un homme à travers les hivers les plus sombres de l'âme, que son esprit possédait une vivacité et une étendue qui feraient d'elle la plus excellente des compagnes pour celui qui valorisait la conversation à la simple décoration. Avant de prendre congé, il demanda avec une véritable timidité s'il pouvait lui rendre visite à Thornwood Hall, peut-être pour continuer leur discussion sur la littérature et pour solliciter ses recommandations pour ses recherches sur le paysage et les coutumes de la région, et Béatrice se surprit à accepter avec une hésitation née de vieilles blessures et d'une prudence plus récente,
peu habituée à une attention masculine sincère qui semblait valoriser ses pensées plutôt que de simplement les tolérer, incertaine si cet intérêt se révélerait authentique ou s'il s'estomperait, comme d'autres l'avaient fait, lorsque la nouveauté de sa compagnie intellectuelle s'userait et qu'il se souviendrait que la société la jugeait banale et impossible à marier. Pourtant, alors qu'elle rentrait chez elle à travers les bois d'automne, les feuilles craquant sous ses pieds et le soleil de fin d'après-midi filtrant à travers les branches pour tout peindre dans des tons d'or, elle s'autorisa la plus petite mesure d'espoir, pensant que peut-être à la campagne, loin des salles de bal de Londres et des jugements cruels, un autre genre d'histoire pourrait être possible, une histoire où les qualités qu'elle possédait, son esprit, son cœur, sa capacité à ressentir sincèrement, pourraient être valorisées au-dessus des attributs superficiels qui lui avaient toujours manqué. Et pour la première fois depuis cette nuit dévastatrice où les mots du duc d'Ashford avaient brisé sa fragile confiance, elle se permit de se demander si quelqu'un pourrait la voir non pas comme banale ou impossible à marier, mais simplement comme Béatrice, entière et digne, exactement telle qu'elle était. La cour de Sébastien se déroula avec la délibération tranquille d'un homme qui avait connu l'amour et la perte, et comprenait que les cœurs, particulièrement les cœurs blessés, requièrent de la patience et de la douceur plutôt que de grands gestes ou des déclarations passionnées qui pourraient submerger avant que la confiance ne soit établie. Il arriva à Thornwood Hall 3 jours après leur première rencontre, n'apportant pas de fleurs, mais une première édition de la dernière œuvre de Coleridge, enveloppée dans du papier ordinaire et présentée avec la simple observation qu'il avait pensé qu'elle pourrait l'apprécier. Et Béatrice se sentit touchée par cette preuve qu'il avait écoutée pendant leur conversation, qu'il se souvenait de son admiration exprimée pour l'exploration par le poète de l'imagination et de la nature. Leurs visites s'installèrent dans une routine alors que l'automne s'approfondissait. De longues promenades à travers les bois de hêtres où les feuilles dorées créaient une canopée de lumière au-dessus d'eux, des conversations qui allaient du philosophique au personnel, des discussions sur la poésie qui révélaient non seulement des opinions littéraires, mais la forme de leurs vies intérieures, les expériences, les pertes et les espoirs qui les avaient façonnés en les personnes qu'ils étaient devenus. Sébastien parlait de sa défunte épouse avec la tendre tristesse de celui qui avait sincèrement aimé, expliquant que sa mort en couches l'avait laissé vide pendant des années, jusqu'à ce qu'il découvre que s'immerger dans la poésie et l'étude pouvait transmuter le chagrin en quelque chose ressemblant à un but. Et Béatrice reconnut dans son histoire un écho de sa propre transformation, de sa propre tentative de donner un sens à la douleur. Il lui apporta des fleurs sauvages cueillies dans les haies, rien de cultivé ou de coûteux, juste la simple beauté des baies d'aubépine et des astères tardifs. Et elle les pressa entre les pages de ses livres, marquant la lente progression d'une cour qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait imaginé pendant ces longues saisons londoniennes, où elle avait vu d'autres jeunes filles recevoir des roses et des compliments, tandis qu'elle restait invisible. Quand ils discutaient d'idées, Sébastien ne condescendait jamais, ne simplifiait jamais, ne traitait jamais son intellect comme charmant ou inhabituel, mais s'engageait avec ses pensées comme il le ferait avec celles de n'importe quel collègue respecté, débattant avec passion quand ils n'étaient pas d'accord, concédant des points quand ses arguments s'avéraient plus forts, et ce respect intellectuel toucha quelque chose de profond en Béatrice, qui avait toujours eu faim de reconnaissance au-delà des jugements superficiels de l'apparence et de la capacité à se marier. Pourtant, même si elle se sentait attirée par lui, même si elle commençait à anticiper ses visites avec un frémissement qui aurait pu être de la joie, les vieilles peurs murmuraient leur poison dans ces moments plus calmes. Était-ce une attirance sincère ou simplement de la pitié pour une femme que la société avait rejetée? Finirait-il par voir ce que le duc d'Ashford avait vu, et la trouverait-il insuffisante? Pouvait-elle faire confiance à ce bonheur, ou se révélerait-il aussi illusoire
que tout autre espoir qu'elle s'était permis de nourrir, avant d'apprendre que l'espoir lui-même était dangereux pour celle jugée indigne d'amour. Elle se surprenait parfois à observer le visage de Sébastien quand il la regardait, cherchant des signes de déception ou de résignation, se préparant au moment inévitable où il réaliserait son erreur, où l'enchantement particulier de sa conversation s'estomperait, et où il se souviendrait qu'elle était banale, démodée, impossible à marier, selon les normes qui gouvernaient leur monde. Mais il continua à lui rendre visite, continua à rechercher sa compagnie, continua à la regarder avec quelque chose dans les yeux qui ressemblait à de l'émerveillement, et lentement, prudemment, comme une créature sortant d'une longue hibernation, Béatrice sentit les murs autour de son cœur commencer à s'effriter, se sentit commencer à croire en la possibilité que peut-être, dans ce coin tranquille du Derbyshire, loin des salles de bal cruelles de Londres, elle pourrait être vue et appréciée pour exactement qui elle était. La nouvelle de la cour que faisait Lord Sebastian Hartley à Lady Beatrice Thornwood voyagea avec la vélocité particulière que la rumeur atteint toujours dans le réseau interconnecté de la société anglaise, transportée du Derbyshire à Londres dans des lettres écrites par des matrones de province avides de partager le développement le plus inattendu de la saison, et moins de 15 jours après la première visite de Sébastien à Thornwood Hall, les salons et les clubs de la capitale bourdonnaient de spéculations sur l'intérêt du poète veuf pour la femme même qui avait été rejetée comme banale et impossible à marier quelques mois auparavant. Les réactions variaient selon le caractère et les circonstances de ceux qui recevaient l'information. Certains exprimèrent une surprise sincère que quiconque puisse courtiser Lady Béatrice, leurs préjugés étant trop profondément enracinés pour accommoder la possibilité qu'elle puisse posséder des qualités dignes d'être appréciées, tandis que d'autres qui se souvenaient de son intelligence et de ses manières douces se demandèrent pourquoi il n'avait jamais reconnu ses attributs comme désirables, et d'autres encore saisirent de la nouvelle comme une preuve que l'isolement de la campagne produisait des normes particulières de beauté et de valeur qui n'obtiendraient jamais cours dans des cercles plus à la mode. Le duc d'Ashford apprit la nouvelle en prenant un brandy chez White's, rapporté nonchalamment par Lord Pemberton, qui la mentionna comme une curiosité amusante, et sentit quelque chose d'étrange et d'importun se tordre dans sa poitrine, une sensation qu'il ne put identifier immédiatement, mais qui se manifesta par une vive irritation totalement disproportionnée par rapport à l'importance qu'une femme quelconque acquiert un prétendant. Il rejeta ce sentiment comme une simple surprise, peut-être une curiosité naturelle de savoir pourquoi un poète et un érudit respecté choisiraient de courtiser quelqu'un de si profondément ordinaire, et il refusa d'examiner pourquoi son esprit revenait sans cesse à cette information tout au long de la soirée, pourquoi il se demandait ce que Sébastien Hartley voyait en Lady Béatrice que lui-même n'avait pas réussi à percevoir, pourquoi l'image de son visage tranquille continuait de surgir dans ses pensées, non sollicitées et importunes. Pendant ce temps, dans le Derbyshire, le capitaine James Worthing arriva pour rendre visite à son vieil ami Sébastien, cherchant un répit de la société londonienne et des efforts persistants des mères ambitieuses qui voyaient sa distinction militaire et ses revenus confortables comme désirables, malgré son absence de titre. Et c'est lors de son 2e jour dans la région qu'il rencontra Lady Béatrice dans des circonstances qui allaient modifier la trajectoire de sa situation romantique de plus en plus compliquée. Il chevauchait dans les chemins près de Thornwood lorsque sa monture trébucha lourdement, se tordant la patte avant dans un trou de lapin, et tandis qu'il examinait la blessure avec une inquiétude croissante pour le bien-être de l'animal, Béatrice arriva sur les lieux lors de sa promenade de l'après-midi et démontra immédiatement une connaissance de la physiologie équine qui le surprit, le dirigeant vers les écuries de Thornwood, où elle supervisa personnellement l'application de compresses froides et la préparation d'un cataplasme. Ses mains douces et compétentes
tandis qu'elle calmait l'animal effrayé avec des mots tranquilles et une assurance constante. Le capitaine Worthing, habitué aux dames à la mode, qui aurait crié à la vue d'un cheval blessé ou se serait évanoui à la perspective de toucher un animal en détresse, se trouva captivé par la bonté pratique de cette femme, par l'intelligence évidente dans son traitement de la blessure, par la compassion qui la fit rester jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite que le cheval se rétablirait. Et quand Sébastien mentionna plus tard que c'était la Lady Béatrice qu'il courtisait, James sentit l'émoi indubitable de l'intérêt qui lui avait échappé à travers d'innombrables bals londoniens et des engagements sociaux fastidieux. Il commença à trouver des excuses pour se rendre à Thornwood Hall, ostensiblement pour prendre des nouvelles de sa monture en convalescence, mais en réalité pour rechercher la compagnie de Béatrice, et elle se trouva à la fois flattée et déconcertée par les attentions de deux hommes, là où auparavant elle n'en avait attiré aucun, ses anciennes insécurités murmurant que cet intérêt soudain devait être une sorte de cruelle plaisanterie, même si son espoir timide suggérait que peut-être, enfin, elle était vue et appréciée, pour qui elle était vraiment plutôt que rejetée, pour qui elle n'était pas. L'hiver approcha avec la rapidité particulière qui caractérise les saisons anglaises, l'abondance dorée de l'automne cédant la place à des branches nues et à des matins argentés de givre, et c'est durant la première semaine de décembre que M. Nicholas Chambers arriva dans le Derbyshire en quête d'inspiration pour une série de peintures de paysages qu'un riche mécène lui avait commandées pour sa maison de campagne. Il était jeune, peut-être 25 ans, avec l'apparence romantique que la société attendait des artistes, des cheveux sombres et bouclés qu'il portait un peu plus longs que ne le dictait la mode, des mains expressives tachées de traces de peinture qu'aucun lavage ne pouvait entièrement enlever, et une intensité d'observation qui faisait que ceux qui l'entouraient se sentaient à la fois vus et étudiés, comme s'ils percevaient des profondeurs et des dimensions invisibles à la vision ordinaire. C'est par hasard qu'il rencontra Lady Béatrice par un matin froid, alors qu'elle se tenait dans les jardins de Thornwood, dispersant des graines pour les oiseaux d'hiver, son souffle formant des nuages dans l'air glacial, ses mouvements économiques et exercés alors qu'elle s'assurait que les rouges-gorges, les pinsons et les moineaux auraient de quoi se sustenter pendant les mois de disette, et Nicolas se trouva captivé par la scène, non seulement par sa qualité pittoresque, bien que la composition de la femme, des oiseaux et des conifères touchés par le givre possédât un attrait esthétique indéniable, mais par quelque chose dans son maintien, une qualité d'attention concentrée et de dessin doux qui suggérait un caractère digne d'être immortalisé sur toile. Il s'approcha avec l'audace particulière des artistes qui voient le monde comme un matériau pour leur art, se présentant et demandant, avec plus de franchise que ne le permettait la stricte convenance, si elle consentirait à poser pour son portrait, expliquant qu'il souhaitait capturer non seulement le paysage, mais le caractère essentiel de ce lieu et de ses habitants, et quelque chose dans son visage, l'intelligence dans ses yeux gris, la grâce de ses mouvements alors qu'elle se tournait vers lui, la chaleur de son sourire malgré le froid, le convainquit qu'elle incarnait précisément ce qu'il cherchait à immortaliser. Béatrice, surprise par cette demande d'un étranger, sentit les impulsions contradictoires familières de son cœur blessé. La partie qui murmurait qu'il devait se moquer d'elle, qu'aucun artiste ne souhaiterait sincèrement peindre quelqu'un que la société jugeait banal, et l'espoir plus récent et plus fragile qu'il voyait peut-être quelque chose digne d'être capturé, quelque chose que Sébastien et James avaient également perçu et apprécié. Elle accepta timidement. Et Nicolas commença ce qui allait devenir son œuvre la plus ambitieuse, passant des heures à la dessiner dans diverses attitudes, lisant près du feu de la bibliothèque, marchant dans les jardins d'hiver, assise au pianoforte bien qu'elle jouât médiocrement, et à chaque séance, il devenait plus convaincu d'avoir découvert un sujet d'une profondeur remarquable, lui disant avec la certitude passionnée d'un artiste que la beauté ne résidait pas dans l'arrangement conventionnel des traits,
mais dans l'animation de l'intelligence, la preuve de la bonté, l'authenticité d'une âme non corrompue par la vanité ou la prétention. En moins de 15 jours, le village et le comté environnant bourdonnaient de rumeurs sur les 3 prétendants de Lady Béatrice, le poète, le capitaine, et maintenant l'artiste, et des lettres volèrent vers Londres, décrivant la remarquable transformation de ses perspectives, la situation sans précédent d'une femme rejetée comme impossible à marier, possédant maintenant une abondance d'admirateurs. Et la société luttait pour réconcilier cette information avec leurs jugements établis, certains suggérant que l'isolement de la campagne produisait des normes particulières, tandis que d'autres commençaient à se demander s'ils s'étaient trompés dans leur évaluation initiale, s'il existait des qualités de valeur que leur examen superficiel n'avait pas réussi à percevoir. Le duc d'Ashford se trouva dans la position sans précédent et importune d'être incapable de diriger ses propres pensées. Découvrant que son esprit revenait avec une régularité obsessionnelle sur le cas de Lady Beatrice Thornwood et de ses prétendants qui s'accumulaient, malgré ses tentatives répétées de rejeter le sujet comme étant indigne de son attention et sans pertinence pour ses préoccupations. Il se disait que son intérêt n'était qu'une curiosité oisive, la réaction naturelle de tout observateur face à une situation si particulière qu'elle frisait l'absurde. Qu'une femme qu'il avait rejetée comme banale et impossible à marier acquiert soudainement non pas 1 mais 3 admirateurs suggérait soit une folie collective parmi les gentilshommes du Derbyshire, soit une qualité qu'il n'avait pas réussi à percevoir, et il était sûrement raisonnable de se demander quelle explication prévalait. Pourtant, cette rationalisation le satisfaisait de moins en moins chaque jour, et il constatait que son irritation grandissait chaque fois que de nouvelles informations arrivaient du Nord, transportées dans des lettres lues à voix haute à son club par des hommes qui trouvaient la situation extrêmement divertissante, qui spéculaient sur ce que Lord Sebastian, le capitaine Worthing ou M. Chambers voyaient en Lady Beatrice, qui se demandaient si l'isolement de la campagne produisait vraiment des normes de charme féminin si radicalement différentes. Ses amis remarquèrent sa distraction, la façon dont sa mâchoire se crispait quand son nom était mentionné, la manière dont il se retirait dans un silence maussade lorsque la conversation tournait autour de ses multiples prétendants, et Lord Pemberton, qui possédait à la fois une observation aiguë et un talent pour la provocation, remarqua avec une nonchalance étudiée qu'il était remarquable de voir comment la banale et impossible à marier Lady Beatrice s'était transformée en le prix le plus convoité du Derbyshire. Et n'était-il pas ironique que la femme même qu'Ashford avait déclaré une tragédie de lignage gâché et maintenant 3 gentilshommes honorables se disputant sa main. L'observation le frappa comme une lame entre les côtes, et Ashford ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant dans son existence privilégiée et admirée. Le goût amer du regret, la reconnaissance inconfortable qu'il s'était peut-être trompé, qu'il avait rejeté quelque chose de précieux par un aveuglement né de l'arrogance et des normes superficielles de la société. Il tenta de se souvenir de Lady Béatrice telle qu'elle était apparue cette nuit-là dans la salle de bal, essaya de se rappeler ce qu'il avait vu qui avait motivé une évaluation si cruelle, mais le souvenir était devenu flou, et ce qui émergeait à la place étaient des fragments qu'il n'avait pas consciemment enregistrés à l'époque, l'intelligence évidente sur son visage alors qu'elle lisait, la grâce de sa posture malgré sa taille peu à la mode, la façon dont les serviteurs lui avaient souri avec une chaleur sincère, suggérant qu'elle les traitait avec bonté. Pendant ce temps, dans le Derbyshire, Béatrice luttait avec une abondance qui semblait aussi déroutante que la rareté avait été autrefois douloureuse, se demandant comment elle était passée d'une femme que personne ne voulait à quelqu'un que 3 hommes dignes prétendaient admirer. Et si cette transformation était authentique, ou si elle les trompait d'une manière ou d'une autre, s'ils la voyaient vraiment, ou s'ils voyaient une version imaginée qui finirait par les décevoir lorsque la réalité s'imposerait. Elle se trouvait paralysée par le choix
après des années à n'en avoir aucun, incertaine de savoir quelle prétendant son affection était la plus profonde ou la plus vraie, craignant que choisir l'un d'eux ne révèle son jugement comme étant erroné, que la déception éventuelle ne prouve qu'elle avait eu raison depuis le début de se croire impossible à marier, que cette étrange saison d'attention était une aberration qui ne pouvait en aucun cas durer. Sébastien choisit un matin de fin janvier pour sa demande en mariage. Lorsque le monde gisait gelé sous une couche cristalline de glace qui transformait les paysages familiers en quelque chose d'éthéré et d'étrange, et il demanda à Béatrice de marcher avec lui à travers les bois derrière Thornwood House, où les branches nues captaient la pâle lumière du soleil et la dispersaient en fragments sur le sentier enneigé. Ils marchèrent un temps en silence amical, leur souffle formant des nuages dans l'air glacial, jusqu'à ce qu'ils atteignent une petite clairière où un ruisseau gelé créait un miroir naturel reflétant le ciel d'hiver. Et là, il s'arrêta, se tournant pour lui faire face, avec une expression d'une sincérité si douce que Béatrice sentit son cœur se contracter de quelque chose entre l'espoir et la peur. Il parla de la façon dont leur connaissance avait transformé sa compréhension de ce que pouvait être le mariage, comment qu'il s'était cru content de la solitude après avoir perdu sa première femme, jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un qui lui rappela que le partenariat pouvait être non seulement agréable mais profond, que la véritable compagnie résidait dans la rencontre des esprits et des cœurs plutôt que dans des attractions superficielles ou une convenance sociale. Il lui offrit non pas la passion ou une grande romance, mais quelque chose de peut-être plus précieux, le respect, l'égalité intellectuelle, une vie partagée bâtie sur une affection sincère et un but commun. Et il demanda, avec une sincérité tranquille, si elle envisagerait de devenir sa femme, de créer ensemble le genre d'union qui honorait leurs deux natures. Béatrice, debout dans la clairière gelée avec cet homme bon et réfléchi, lui offrant tout ce qu'elle s'était crue indigne de recevoir, sentit les larmes monter à ses yeux alors qu'elle lui demandait du temps pour considérer sa proposition, ayant besoin d'espace pour démêler la gratitude de l'affection sincère, pour déterminer si ses sentiments étaient assez profonds pour durer toute une vie. Sébastien accepta sa demande avec la même grâce qui caractérisait toutes ses actions, lui disant qu'il n'y avait pas d'urgence, qu'une décision d'une telle ampleur méritait une contemplation attentive. Cette même semaine, le capitaine Worthing se présenta à sa porte avec sa propre déclaration, parlant avec la franchise militaire du courage et de la force qu'il percevait en son caractère, des qualités qu'il appréciait plus que la beauté ou la fortune, et demandant si elle pourrait le considérer comme un mari potentiel, offrant protection, dévouement et le genre de loyauté inébranlable qu'il avait apprise au service de la couronne et du pays. Puis, 3 jours après la proposition de Worthing, Nicholas Chambers lui présenta le portrait achevé, et Béatrice se tint devant la toile dans un silence stupéfait, incapable de réconcilier la femme qu'il avait peinte avec sa propre perception d'elle-même. Il avait capturé quelque chose dans son expression, une qualité d'intelligence, de chaleur et de force tranquille qu'elle n'avait jamais vue dans aucun miroir, l'avait rendue non pas conventionnellement belle, mais indéniablement fascinante, lui avait montré la femme que ces 3 hommes prétendaient voir lorsqu'ils la regardaient. 3 hommes honorables cherchant sa main, offrant différentes versions de l'avenir, et Béatrice se trouva suspendue entre l'incrédulité et une joie timide, se demandant comment elle avait voyagé de cette salle de bal de Londres, où les mots cruels du duc d'Ashford avaient brisé son esprit à cette abondance sans précédent d'estime sincère, et si elle possédait la sagesse de choisir correctement parmi des hommes qui voyaient de la valeur là où la société n'avait vu que des défauts. Le duc d'Ashford découvrit qu'il ne pouvait plus maintenir la fiction confortable, que son intérêt pour Lady Beatrice Thornwood constituait une simple curiosité oisive ou une préoccupation passagère, que la qualité obsessionnelle de ses pensées indiquait rien de moins que l'effondrement complet de ses défenses émotionnelles
soigneusement construite. Et cette prise de conscience arriva avec une clarté dévastatrice un soir à son club, lorsque Lord Pemberton lut à voix haute une autre lettre du Derbyshire, décrivant comment Lord Sebastian, le capitaine Worthing et Mr. Chambers se disputaient tous les faveurs de Lady Béatrice, et Ashford sentit une jalousie si violente le submerger qu'il brisa le verre de cristal qu'il tenait, en voyant des éclats se disperser sur la table et attirant les regards surpris de ses compagnons. Il s'excusa brusquement, se retirant dans sa maison de ville londonienne où il arpenta son bureau toute la nuit, affrontant enfin des vérités qu'il avait passé des mois à éviter, qu'il avait rejeté quelque chose de précieux à cause de normes superficielles qu'il reconnaissait maintenant comme dénuées de sens, qu'il avait valorisé l'apparence au détriment de la substance d'une manière qui révélait non pas le défaut de celle-ci, mais le sien, que la femme qu'il avait si cruellement qualifiée d'impossible à marier possédait des qualités bien plus précieuses que la beauté conventionnelle. Il se força à se souvenir d'elle telle qu'elle était cette nuit-là dans la salle de bal, et ce qui émergea maintenant était des détails que son arrogance l'avait alors aveuglé. L'intelligence évidente sur son visage alors qu'elle lisait, suggérant un esprit d'une profondeur considérable. La bonté qu'elle avait montrée à un serviteur maladroit qui avait renversé du vin près de sa chaise, rassurant la jeune fille effrayée quand d'autres se seraient plaints. L'esprit tranquille qu'il avait surpris dans sa conversation avec un vieux monsieur, démontrant à la fois érudition et humour, la grâce de sa posture malgré le jugement de la société sur sa taille jugée peu à la mode. Il réalisa avec une horreur grandissante qu'il avait rencontré quelque chose de rare et l'avait rejeté comme commun, qu'on lui avait offert la possibilité d'une connexion authentique et l'avait rejeté en faveur de l'admiration vide de femme qui appréciait son titre plus que son caractère, et ses propres mots cruels, banals et absolument impossibles à marier, une tragédie de lignage gâché, le torturaient maintenant par leur stupidité et leur cruauté. La connaissance que 3 hommes honorables reconnaissaient sa valeur alors qu'il y avait été aveugle le consumait d'une jalousie sans précédent, non pas la jalousie mesquine d'un homme privé d'une possession qu'il voulait, mais la jalousie profonde de quelqu'un qui avait jeté un trésor et regardait maintenant d'autres le réclamer, qui comprenait trop tard ce qu'il avait perdu par sa propre bêtise. Il commença à faire des enquêtes discrètes sur sa situation actuelle, apprenant des détails qui augmentaient à la fois son regret et son besoin désespéré de réparer d'une manière ou d'une autre les dommages qu'il avait causés, qu'elle s'était retirée entièrement de la société après cette nuit-là, qu'elle se consacrait maintenant à des œuvres de charité dans son village, que les 3 hommes qui la courtisaient étaient tous respectables et sincères dans leur estime, qu'elle semblait considérer sincèrement leurs propositions. La décision se forma dans le tourment et la certitude. Il devait la voir, devait lui présenter les excuses qu'elle méritait, même si elle les rejetait, devait tenter de gagner ce qu'il avait si nonchalamment rejeté, même s'il n'avait aucun droit de le demander, et encore moins de raison d'espérer, car l'alternative était de passer le reste de sa vie à savoir qu'il avait détruit sa propre chance d'avoir quelque chose de réel par arrogance et jugement superficiel. Le printemps arriva avec cette soudaineté qui transforme les paysages anglais du jour au lendemain, apportant une chaleur qui fit fondre les vestiges de l'hiver et fit sortir les crocus de la terre froide, peignant les jardins de Thornwood House dans des tons de jaune, de violet et de vert tendre, et c'est par un matin de ce genre que la voiture du duc d'Ashford apparut sur l'allée du domaine, sans y être invitée et de manière inattendue, créant une consternation considérable parmi le personnel de la maison qui reconnut son blason et comprit l'histoire compliquée entre leur maîtresse et ce noble particulier. Béatrice apprit son arrivée alors qu'elle était assise dans son coin préféré du jardin, un endroit abrité sous un chêne ancien où elle lisait souvent par beau temps, et elle sentit son cœur se contracter d'un mélange volatile d'émotions, choc, colère, anxiété, et quelque chose qu'elle refusait de nommer,
qui aurait pu être de l'anticipation, alors qu'elle le regardait s'approcher à travers la pelouse, avec une démarche hésitante, tout à fait différente de l'allure arrogante dont elle se souvenait de cette salle de bal de Londres. Il s'arrêta à plusieurs pas, comme incertain de son accueil, ou peut-être simplement reconnaissant qu'il avait perdu tout droit à la proximité, et quand il parla, sa voix ne portait aucune de son ancienne confiance, trébuchant sur des mots qui lui coûtaient clairement un effort considérable à produire, des excuses si inadéquates à l'ampleur de sa transgression que leur insuffisance même démontrait paradoxalement leur sincérité, car il reconnut qu'aucun mot ne pourrait défaire la cruauté qu'il avait infligée, que son jugement avait été superficiel et son comportement inexcusable, qu'il avait passé les derniers mois à ne penser qu'à elle et à comprendre lentement la profondeur de son aveuglement en rejetant quelque chose de précieux, parce que cela ne se conformait pas à des normes dénuées de sens, de beauté conventionnelle. Il avoua qu'il était venu non pas avec une quelconque attente de pardon, mais simplement parce qu'il ne pouvait plus supporter la distance, ne pouvait endurer de savoir que 3 hommes honorables poursuivaient ce qu'il avait si nonchalamment rejeté, sans au moins tenter d'exprimer son regret et sa compréhension transformée. Et pendant qu'il parlait, Béatrice sentit une colère froide et digne se cristallisant en elle, remplaçant les émotions confuses des moments précédents par quelque chose de clair, de concentré et de totalement impitoyable. Elle se leva de son siège avec une grâce délibérée, son livre tombant oublié sur l'herbe, et d'une voix d'une fureur mesurée, elle raconta la douleur que ces mots avaient causée, décrivant comment elle avait fui Londres dans l'humiliation, comment sa cruauté désinvolte avait confirmé toutes les insécurités qu'elle nourrissait sur sa valeur, comment elle avait dû reconstruire son estime de soi à travers des mois de lutte solitaire en ce lieu même qui l'envahissait maintenant de son remords tardif. Et elle lui dit avec une précision tranchante qu'elle considérait actuellement les propositions de 3 gentilshommes honorables qui l'avaient appréciée dès leur première rencontre, qui voyaient en elle des qualités que son regard superficiel avait entièrement manquées, et qu'elle n'avait absolument aucun intérêt pour un duc dont la soudaine estime semblait motivée non pas par une appréciation sincère, mais par l'impulsion cupide de posséder ce que les autres désiraient, par l'instinct de compétition plutôt que par une affection authentique. Elle le congédia alors, lui tournant le dos de manière définitive et se dirigeant vers la maison sans attendre sa réponse, le laissant seul dans le jardin printanier avec une expression d'une telle dévastation que le laquais qui assista à la scène décrirait plus tard avoir vu un homme recevoir la nouvelle de sa propre exécution, et bien qu'Ashford soit resté immobile pendant plusieurs longs moments après son départ, il retourna finalement dans sa voiture et quitta Thornwood House, sa première tentative de rédemption se terminant par un rejet total et mérité. Ashford refusa de quitter le Derbyshire malgré son rejet total, prenant des chambres à l'auberge du White Hart dans le village où sa présence provoqua une spéculation considérable et un scandale non négligeable. Car les ducs ne logeaient généralement pas dans de modestes établissements de campagne, ni ne s'attardaient dans les zones provinciales sans obligations sociales impérieuses, et son obligation impérieuse était une qu'il ne pouvait expliquer à l'aubergiste curieux ou au villageois bavard qui l'observait avec une attention fascinée. Il entama ce qui ne pouvait être décrit que comme une campagne discrète de démonstration plutôt que de déclaration, apparaissant aux événements de charité du village où il savait que Béatrice serait présente, contribuant généreusement mais anonymement aux causes qu'elle défendait, essayant par des actions plutôt que par des mots de montrer la transformation de perspective qui l'avait envahi pendant ces mois d'auto-examen torturé à Londres. Il assista au service du dimanche dans la petite église paroissiale où Béatrice enseignait les lettres aux enfants après le sermon, s'asseyant au dernier rang et observant comment elle guidait patiemment de petits doigts sur des ardoises, comment son visage s'illuminait d'une joie sincère lorsqu'un enfant en difficulté
maîtrisait enfin un mot difficile. Comment elle traitait la fille du plus pauvre laboureur avec le même respect qu'elle montrait au fils du vicaire, et il commença à comprendre, avec une clarté grandissante, exactement ce qui la rendait remarquable d'une manière qui n'avait rien à voir avec la symétrie des traits ou des proportions à la mode. Il observait d'une distance prudente, alors qu'elle marchait avec Lord Sebastian à travers les sentiers de la prairie, discutant de ce qui semblait être de la poésie ou de la philosophie étant donné leurs gestes animés et leurs expressions sérieuses, regardait le capitaine Worthing lui présenter un bouquet de fleurs sauvages après qu'elle eût aidé à organiser des provisions pour les soldats blessés à l'assemblée du comté, observait M. Chambers lui montrer des croquis préliminaires pour sa peinture, tandis qu'elle souriait avec une expression qui suggérait qu'elle ne pouvait toujours pas tout à fait croire que quelqu'un voyait dans son visage une beauté digne d'être immortalisée sur toile. Pendant ce temps, Béatrice essayait désespérément d'ignorer sa présence persistante, concentrant son attention sur la décision difficile qui l'attendait concernant lequel de ces trois honorables prétendants méritait son acceptation. Mais elle se retrouvait continuellement attirée par le duc, qui observait depuis la périphérie de chaque événement, qui ne s'approchait jamais, mais dont elle pouvait sentir le regard suivre ses mouvements avec une intensité qui troublait son calme soigneusement maintenu. Une partie d'elle ressentait une satisfaction vengeresse de son attention, une justification que la femme qui l'avait rejetée comme impossible à marier commandait maintenant non seulement l'estime de trois dignes gentilshommes, mais aussi l'attention tourmentée du duc lui-même. Mais une autre partie restait blessée par le souvenir de sa cruauté, incertaine si sa transformation représentait un changement sincère ou simplement l'obsession accaparante d'un homme habitué à posséder tout ce qu'il désirait. Elle se disait qu'elle n'avait aucun intérêt pour sa rédemption, que sa reconnaissance tardive de sa valeur ne signifiait rien comparé à l'appréciation immédiate montrée par Sébastien, James et Nicolas, mais elle ne pouvait nier le battement traître de son cœur lorsqu'elle l'apercevait sur la place du village ou sentait ses yeux sur elle lors des rassemblements de charité, ne pouvait pas tout à fait réprimer l'enchevêtrement confus d'émotions que sa présence évoquait malgré sa détermination à rester insensible à sa campagne patiente, persistante et totalement inattendue de dévotion silencieuse. Lord Pembroke arriva dans le Derbyshire un mardi après-midi, à la fin du printemps, sa voiture portant un blason qui avait connu des jours meilleurs, tout comme le comte lui-même. Un noble débauché dont les domaines étaient hypothéqués au-delà de toute rédemption, et dont la réputation dans la société londonienne s'était détériorée au point que même les hôtesses les plus désespérées ne lui envoyaient plus d'invitations, et il avait entendu par le réseau complexe de rumeurs qui soutenait le ton parlé de la transformation soudaine de Lady Beatrice Thornwood, de laisser pour compte, négligée à prix convoité, avec trois prétendants honorables et une dot considérable qui pourrait sauver sa fortune défaillante. Il manifesta son intérêt avec une agressivité qui frisait l'inconvenance, acculant Béatrice lors d'une assemblée de village où elle s'était rendue à contre-cœur sur l'insistance douce de Sébastien, se pressant trop près et parlant avec une familiarité totalement injustifiée par leur brève connaissance. Son haleine portant l'odeur aigre du vin et ses yeux l'évaluant avec un calcul mercenaire qui lui donna la chair de poule par une révulsion instinctive. Sébastien intervint avec l'autorité tranquille d'un gentleman défendant l'honneur d'une dame, demandant poliment mais fermement que Pembroke s'éloigne et accorde à Lady Béatrice une distance appropriée, mais le comte débauché répondit avec un mépris ricanant, sa voix portant à travers la salle d'assemblée, alors qu'il se demandait quelles circonstances désespérées pousseraient plusieurs hommes à poursuivre un spécimen aussi quelconque. Qualifiant Béatrice de banale en des termes bien plus crus que le rejet initial d'Ashford, et suggérant que ses prétendants devaient être motivés par des considérations financières
plutôt que par une quelconque attirance sincère pour une femme si singulièrement dépourvue d'attraits physiques. L'assemblée haleta à cette insulte publique, le visage de Sébastien rougissant de colère, alors qu'il s'avançait pour livrer ce qui serait clairement une réponse physique à une telle impolitesse intolérable, mais avant qu'il ne puisse agir, le duc d'Ashford se déplaça avec une vitesse surprenante depuis sa position près de la table des rafraîchissements où il observait les événements de la soirée avec son attention habituelle, s'interposant entre Sébastien et Pembroke et s'adressant à ce dernier d'une voix d'une fureur glaciale qui trancha le silence choqué comme une lame dans la soie. Il provoqua Pembroke en duel formellement et immédiatement, ses mots précis et sans compromis, alors qu'il exigeait réparation pour l'insulte impardonnable faite à Lady Béatrice, et bien que Pembroke tentât de rire de la provocation avec une bravade fanfaronne, l'acier dans les yeux d'Ashford et la certitude absolue de son maintien indiquèrent clairement que ce n'était pas une affaire sujette à négociation ou à rejet. Ils se rencontrèrent à l'aube le lendemain matin dans une prairie isolée, au-delà des limites du village, Sébastien et le capitaine Worthing servant de témoins, malgré leur position compliquée de prétendants de Béatrice, et lorsque les pistolets tirèrent, le coup d'Ashford frappa l'épaule de Pembroke avec une précision délibérée, le blessant sans le tuer, administrant à la fois punition et avertissement avant que le comte vaincu ne soit aidé à quitter le terrain par son second tremblant, quittant plus tard le Derbyshire le même après-midi, la queue entre les jambes et sa poursuite de Lady Béatrice définitivement abandonnée. Le village éclata en spéculations choquées sur un duc se battant en duel pour une dame qu'il avait publiquement méprisée des mois plus tôt, l'ironie n'échappant à personne qui se souvenait ou avait entendu des récits de son évaluation cruelle initiale, et Béatrice se retrouva dans un état de confusion profonde quant aux motivations d'Ashford. Incapable de réconcilier l'homme qui l'avait si profondément blessé avec ce féroce champion qui avait littéralement versé son sang pour défendre son honneur, se demandant si ses actions provenaient d'une transformation sincère ou simplement d'un instinct possessif, d'un sentiment authentique ou d'une culpabilité performative. Sir Reginald Frost arriva dans le Derbyshire moins d'une semaine après le départ ignominieux de Pembroke, un débauché de la pire espèce, dont le beau visage et la langue bien pendue avaient ruiné plus d'une jeune femme innocente, et dont la présence dans toute assemblée respectable n'était tolérée que parce que ses relations familiales restaient impeccables, malgré sa dissolution personnelle. Et il commença immédiatement à répandre des rumeurs dans tout le comté, avec la malveillance délibérée d'un homme qui prenait plaisir à détruire les réputations pour son propre divertissement, suggérant dans les salons et aux tables de cartes que l'acquisition soudaine de multiples prétendants par Lady Béatrice indiquait quelque chose d'inconvenant dans son caractère, qu'aucune femme vraiment vertueuse n'encouragerait les attentions de tant de gentilshommes simultanément, que sa popularité soudaine, après des années à être négligée, suggérait qu'elle avait employé des méthodes indignes d'une dame de qualité pour s'assurer de l'intérêt masculin. Les murmures se répandirent avec la vitesse inexorable de toute rumeur malveillante. Transportés des salles d'assemblée aux boutiques du village jusqu'au service du dimanche, où les matrones respectables commencèrent à considérer Béatrice avec spéculation plutôt qu'admiration, et le capitaine Worthing, dont le strict code d'honneur avait été forgé dans le creuset brutal des campagnes militaires et dont le respect pour la vertu de Béatrice était absolu et inébranlable, exigea réparation de Sir Reginald avec la fureur froide d'un soldat qui avait affronté la mort trop de fois pour craindre un duel avec un débauché dissolu. Avant que la rencontre ne puisse être organisée, cependant, le duc d'Ashford intervint avec une autorité qui ne souffrait aucune discussion. Revendiquant le droit primordial de défendre l'honneur de Lady Béatrice en tant que gentleman dont la cruauté initiale l'avait d'abord exposé au jugement de la société, dont l'incapacité à reconnaître sa valeur avait créé les circonstances qui la soumettaient maintenant à une spéculation si vicieuse,
et bien que le capitaine Worthing résista initialement à cette appropriation de son rôle légitime de prétendant et de protecteur, quelque chose dans l'expression d'Ashford, un désespoir hanté qui transcendait la simple culpabilité ou la noblesse performative, le convainquit de s'écarter et de laisser le duc affronter Sir Reginald à sa place. Ils se rencontrèrent à l'aube dans la même prairie où Ashford avait affronté Pembroke, la brume matinale s'élevant de l'herbe comme des esprits témoins du choc de l'honneur contre la dépravation. Et lorsque les épées furent tirées, Ashford se battit avec une férocité contrôlée qui choqua les seconds qui observaient, repoussant Sir Reginald avec des coups précis, qui démontraient à la fois une habileté supérieure et une rage à peine contenue, jusqu'à ce que la lame du débauché cliquette sur le sol et qu'il se tienne désarmé et humilié, forcé de rétracter publiquement ses rumeurs vicieuses et de promettre de quitter le comté immédiatement, sous peine d'affronter à nouveau la colère d'Ashford, avec des conséquences potentiellement fatales. Béatrice, apprenant ce second duel mené pour sa défense, alla trouver Ashford dans les jardins du domaine de sa famille, où il marchait seul dans la lumière de l'après-midi, son manteau portant une déchirure de la dernière estocade désespérée de Sir Reginald, et elle le confronta avec une confusion qui frisait l'angoisse, exigeant de savoir pourquoi il persistait à mener des batailles en son nom, alors qu'elle ne lui avait donné aucun encouragement, aucun pardon, aucune indication que son championnat était désiré ou bienvenu. Et sa réponse vint, calme et dévastée, prononcée avec des yeux qui contenaient plus de douleur que n'importe quelle blessure physique ne pourrait infliger. Parce qu'il n'avait pas réussi à se battre pour elle, quand son silence aurait pu empêcher la blessure initiale, quand un seul mot de défense dans cette salle de bal de Londres, des mois auparavant, aurait pu lui épargner l'humiliation qui l'avait conduite à l'exil. Et maintenant, il ne semblait pas pouvoir s'arrêter de se battre, même s'il savait qu'il avait perdu tout droit à son estime. Même si chaque duel qu'il gagnait ne le rapprochait pas de mériter ce qu'il avait si nonchalamment détruit. Le marquis de Blackwood s'abattit sur le Derbyshire comme un nuage d'orage lourd d'intentions malveillantes, arrivant dans une voiture bien plus grande que nécessaire et faisant connaître sa présence avec l'ostentation délibérée d'un homme qui mesurait sa valeur à l'envie qu'il inspirait aux autres, et il était en effet le plus âpre rival du duc d'Ashford, un ressentiment qui avait couvé depuis leur jour d'école, où Ashford l'avait surpassé dans les études, les sports et toutes les grâces sociales qui comptaient pour les jeunes hommes de leur condition. Une rivalité qui ne s'était qu'intensifiée au fil des ans, alors que l'importance d'Ashford grandissait, tandis que celle de Blackwood restait perpétuellement en deuxième position, malgré son titre plus élevé et sa plus grande richesse. Il avait entendu, par le réseau complexe des rumeurs de la société, parler de l'inexplicable intérêt d'Ashford pour Lady Beatrice Thornwood, la banale laissée pour compte qu'il avait publiquement méprisée des mois plus tôt, et Blackwood vit dans cette situation une occasion trop délicieuse pour y résister, une chance d'humilier son vieil rival en lui dérobant la femme qu'Ashford poursuivait maintenant avec une intensité si désespérée, de démontrer une fois de plus qu'un marquis pouvait toujours supplanter un simple duc lorsqu'il choisissait d'exercer sa supériorité. Blackwood joua sa carte avec un charme calculé, rendant visite à Béatrice au domaine de sa famille avec des cadeaux de bijoux extravagants totalement inappropriés pour une première connaissance et lui offrant un avenir de marquise avec toute l'importance et le luxe qu'une telle position entraînait, parlant de ses domaines en Écosse et de ses maisons à Londres et à Bath, comme si leur magnificence seule devait lui assurer une acceptation immédiate. Et quand Béatrice déclina poliment mais fermement son offre, expliquant avec une douce dignité qu'elle ne pouvait accepter les adresses d'un gentleman qu'elle connaissait à peine et pour qui elle ne ressentait aucune estime particulière, le charme de Blackwood s'évapora comme la rosée du matin sous un soleil de plomb, remplacé par une persistance agressive qui frisait l'intimidation.
Il l'accula lors de l'assemblée de village suivante, lui barrant le chemin vers la table des rafraîchissements et parlant sur des tons de plus en plus exigeants, alors qu'il insistait pour qu'elle reconsidère, qu'elle reconnaisse l'honneur extraordinaire qu'il lui offrait, en élevant une femme de ses attraits limités à une position si exaltée, que son refus démontrait soit une ingratitude choquante, soit une stupidité délibérée, et sa main avait même saisi son bras avec une force propriétaire, quand Ashford apparut à côté d'eux avec la violence soudaine de l'éclair, son poing heurtant la mâchoire de Blackwood avant que des mots ne puissent être échangés, en voyant le marquis trébucher en arrière dans une table chargée de bols de punch qui se brisèrent dans une cascade spectaculaire de cristal et de liquide sur le sol de la salle d'assemblée. Le défi fut lancé immédiatement au milieu des halètements choqués de l'assemblée, la rage de Blackwood face à l'humiliation publique submergeant toute considération prudente du danger, et ils se rencontrèrent 2 matins plus tard dans la lumière grise de l'aube avec des pistolets plutôt que des épées, le choix plus mortel reflétant la gravité létale de leur haine mutuelle, et quand les coups de feu retentirent à travers le champ brumeux, Ashford sentit la brûlure cuisante de la balle de Blackwood lui effleurer l'épaule gauche, alors même que son propre tir frappait la cuisse du marquis, le blessant sans le tuer, les 2 hommes saignant, mais Ashford se tenant toujours droit, tandis que Blackwood s'effondrait en maudissant dans l'herbe humide. Forcé de se retirer du Derbyshire en disgrâce, tandis que la société londonienne éclatait en spéculations scandalisées sur le duc d'Ashford, se battant dans un autre duel pour Lady Beatrice Thornwood, la femme qu'il avait autrefois qualifiée de banale et d'impossible à marier. L'ironie si profonde que même les observateurs les plus inconscients ne pouvaient manquer de remarquer l'extraordinaire renversement, la justice cosmique d'un fier duc versant maintenant son sang à plusieurs reprises pour défendre l'honneur de la dame qu'il avait si nonchalamment blessée par sa cruauté irréfléchie. Le comte Adolphus von Richter arriva dans le Derbyshire avec la sophistication raffinée qui caractérisait la noblesse continentale. Un grand gentleman blond, dont les manières impeccables et l'accent cultivé le distinguaient immédiatement de la gentry anglaise qui l'avait précédé dans leur poursuite de l'attention de Lady Béatrice, et il était venu en Angleterre ostensiblement pour étudier ces innovations agricoles en vue de leur mise en œuvre sur les vastes domaines de sa famille en Prusse, mais se trouva inopinément charmé lorsqu'il rencontra Béatrice lors d'une conférence savante sur les techniques de rotation des cultures où elle était la seule femme présente, et posa des questions qui démontraient une compréhension approfondie de l'économie agricole qui étonna les gentilshommes assemblés. Von Richter commença sa cour avec une touche européenne, envoyant des fleurs de serre qui ne pouvaient pas être cultivées dans le climat de l'Angleterre, citant des philosophes allemands dans des conversations qui révélaient son éducation formidable, et traitant Béatrice avec une déférence qui suggérait qu'il la voyait comme une égale intellectuelle plutôt que simplement comme une épouse potentielle, et son intérêt sincère pour ses pensées sur la politique, la science et la littérature créa encore une autre complication dans sa situation romantique déjà incroyablement enchevêtrée. Un 4e prétendant honorable, dont l'attention semblait valider sa valeur d'une manière qui semblait encore surréaliste, après des années à être rejeté et négligé. Le duc d'Ashford, observant ce dernier développement depuis sa résidence de plus en plus permanente à l'auberge du village, sentit son tourment se multiplier de manière exponentielle. La vue de Béatrice marchant dans les jardins printaniers en profonde discussion philosophique avec le comte cultivé, allumant des jalousies qu'il n'avait jamais ressenties, même lors de ses moments les plus compétitifs dans la société londonienne. Et il commença à comprendre, avec une clarté dévastatrice, que c'était sa punition pour la cruauté désinvolte qu'il avait infligée des mois auparavant, de voir d'autres hommes reconnaître et chérir
ce qu'il avait été trop aveugle et arrogant pour voir jusqu'à ce que ce soit irrémédiablement hors de sa portée. La crise survint lors d'une soirée chez un baronnet local, lorsque von Richter, échauffé par un excellent vin et l'admiration de ses hôtes anglais, fit ce qu'il entendait probablement comme un compliment sophistiqué, mais qui émergea comme une observation subtilement désobligeante sur le manque de culture intellectuelle des femmes anglaises par rapport à leurs homologues continentales, suggérant avec une condescendance élégante que les dames des cours allemandes s'engageaient dans des discours philosophiques qui submergeraient tout à fait les dames anglaises plus axées sur le foyer. Et bien qu'il n'ait pas mentionné Béatrice spécifiquement, l'implication qu'elle représentait une exception inhabituelle à l'insuffisance générale de ses compatriotes flottait dans l'air comme la fumée d'un coup de pistolet. Ashford le provoqua en duel, avant que les mots ne se soient entièrement installés. Sa fureur face à cette insulte voilée à Béatrice, l'emportant sur toute considération diplomatique pour le statut étranger de von Richter ou les complications internationales potentielles qu'un tel duel pourrait créer, et ils se rencontrèrent à l'aube dans une prairie, devenant maintenant fâcheusement familière, comme le site de la défense par Ashford de l'honneur de Béatrice, la 4e rencontre de ce genre en autant de mois. Et lorsque les épées s'entrechoquèrent, Ashford se battit avec une intensité désespérée qui frisait l'imprudence, subissant une profonde coupure le long de son avant-bras droit qui saignait abondamment, alors même qu'il pressait son attaque, jusqu'à ce que von Richter, reconnaissant que le duc ne céderait pas quelle que soit la blessure, s'excusa formellement pour toute offense que ses paroles auraient pu causer et accepta de retirer à la fois sa critique implicite et sa demande en mariage de Lady Béatrice. Béatrice, apprenant ce 4e duel de son frère Edmond de plus en plus inquiet, commença enfin à percevoir le schéma qui émergeait des combats répétés d'Ashford, comprenant que ce n'était pas une performance ou une pénitence motivée par la culpabilité, mais quelque chose de plus profond et de plus sincère, une protection offerte non pas parce qu'il attendait une récompense, mais parce qu'il ne pouvait supporter de laisser quiconque, quelles que soient ses intentions ou sa condition, la diminuer ou la dénigrer, même de la manière la plus subtile, et elle sentit quelque chose changer dans son cœur, malgré sa résistance déterminée. Une reconnaissance réticente que l'homme qui se battait et saignait pour son honneur ressemblait peu au duc arrogant qui l'avait si nonchalamment blessé dans cette salle de bal de Londres, qui semblait maintenant appartenir à une autre vie. M. Aldous Kent arriva dans le Derbyshire avec le but calculé d'un homme d'affaires évaluant une opportunité d'investissement, un riche marchand qui avait fait sa fortune considérable dans la fabrication et le commerce, et cherchait maintenant ce que l'argent seul ne pourrait jamais acheter, la respectabilité et l'élévation sociale qui ne venaient que par le mariage dans l'aristocratie. Et il avait entendu par des canaux commerciaux qui croisaient occasionnellement les rumeurs de la société parler de Lady Beatrice Thornwood, une dame de naissance impeccable dont la popularité soudaine parmi les prétendants suggérait qu'elle pourrait être assez pragmatique pour envisager un arrangement qui leur profiterait à tous les deux sans les complications du sentiment romantique. Il se présenta au domaine de sa famille avec la franchise d'un homme habitué à négocier des contrats, offrant à Béatrice une proposition si froidement transactionnelle qu'elle lui coupa le souffle. Un mariage de nom seulement, des établissements séparés, une liberté complète de poursuivre ses intérêts caritatifs et intellectuels avec des fonds illimités à sa disposition, en échange de l'utilisation de son titre et de ses relations familiales pour assurer son entrée dans des cercles qui resteraient autrement à jamais fermés à un homme de commerce, quelle que soit sa richesse. Et il parla de cet arrangement comme s'il s'agissait d'un partenariat commercial parfaitement raisonnable, plutôt que de l'insulte qu'il représentait vraiment, comme si elle était une marchandise à acquérir plutôt qu'une femme méritant une affection et un respect sincères. Le refus de Béatrice fut immédiat et froidement poli, sa dignité intacte même
en le reconduisant à la porte. Mais Kent avait fait son offre dans le salon du matin, alors que les fenêtres étaient ouvertes sur l'air printanier. Et le duc d'Ashford, qui arpentait les terres comme il en avait pris l'habitude pendant ces mois d'attente patiente et d'observation douloureuse, entendit chaque mot calculé de la proposition mercenaire de Kent, et sentit quelque chose en lui se briser avec la violence d'une branche d'arbre se rompant sous la glace de l'hiver. Il passa par la fenêtre avant que la pensée consciente ne puisse intervenir, ses mains se refermant sur le col de Kent et traînant le marchand vers le jardin avec une intention meurtrière, exigeant réparation pour une insulte si profonde qu'elle transcendait même les affronts précédents qui avaient conduit à 4 duels déjà menés. Et Kent, reconnaissant tardivement qu'il avait catastrophiquement mal calculé en offrant un arrangement si froid à une dame qui inspirait ce niveau de fureur protectrice, balbutia son acceptation du défi, tout en complotant déjà comment quitter le comté avant que l'aube ne l'oblige à affronter réellement le pistolet d'Ashford. Mais Béatrice, regardant la rage d'Ashford, transformait ses beaux traits en quelque chose de presque effrayant dans son intensité. Comprenant soudain qu'il était à quelques instants de tuer Kent ou de se faire tuer lui-même dans l'état téméraire qui le possédait actuellement, fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle se plaça directement entre eux, sa petite silhouette créant une barrière physique qu'Ashford ne pouvait franchir sans la déplacer, et elle exigea d'une voix qui tremblait d'émotion qu'ils arrêtent immédiatement cette folie, que plus de sang ne soit versé pour des mots prononcés par des imbéciles et des chasseurs de fortune, qu'elle ne pouvait supporter de voir un autre duel mené nominalement pour sa défense, alors qu'elle n'avait jamais demandé une telle protection et ne pouvait de plus en plus distinguer si ces combats provenaient de la culpabilité, de l'obsession, ou de quelque chose de plus profond et de plus sincère qui la terrifiait à contempler. Ashford relâcha Kent, qui s'enfuit avec une hâte indigne, et se tourna pour faire face à Béatrice avec des yeux qui contenaient une angoisse si brute qu'elle sentit sa distance émotionnelle soigneusement maintenue s'effondrer enfin, irrévocablement, et quand elle lui posa la question qui l'avait hanté pendant tous ces mois, s'il se battait par culpabilité pour sa cruauté passée, ou par un sentiment sincère qui pourrait justifier le risque qu'il prenait à plusieurs reprises avec sa vie et son honneur. Il s'effondra complètement, sa confession se déversant comme le sang d'une blessure mortelle, admettant qu'il l'aimait avec un désespoir qui consumait chacune de ses pensées éveillées, qu'il l'aimait depuis le terrible moment où il avait commencé à revoir chaque souvenir d'elle et à voir avec une clarté dévastatrice tout ce que son arrogance et sa superficialité l'avaient empêché de voir, qu'il n'attendait rien d'elle et méritait encore moins, mais ne pouvait s'empêcher de se battre pour son honneur, parce que personne ne s'était battu pour elle quand ces mots cruels l'avaient si profondément blessé, et qu'il passerait le reste de sa vie à essayer de se montrer digne même de son pardon si elle le lui permettait, bien qu'il n'eût aucun droit de lui demander même cette petite grâce. Béatrice se tenait à la fenêtre de sa chambre dans les heures qui suivirent la confession dévastatrice d'Ashford, regardant l'aube printanière se lever sur les collines du Derbyshire avec des yeux qui ne s'étaient pas fermés de sommeil. Son esprit, une tempête d'émotions contradictoires qui refusaient de se calmer en un quelconque schéma de compréhension cohérent, et elle se trouva prise entre la jeune fille qui avait été si cruellement blessée dans cette salle de bal de Londres et la femme qui venait de voir un duc saigner de sa 4e blessure de combat subie pour défendre son honneur, entre une colère justifiée pour une cruauté passée et une reconnaissance réticente d'une transformation présente, entre la sécurité de maintenir sa distance émotionnelle et la possibilité terrifiante de faire confiance à quelqu'un qui s'était déjà montré capable d'infliger de profondes blessures. 3 prétendants honorables attendaient toujours patiemment sa réponse à leurs propositions. Sébastien, avec sa douce poésie et son cœur compréhensif. Le capitaine Worthing, avec son courage inébranlable et son admiration respectueuse. Nicolas, avec sa perception d'artiste de la beauté que d'autres avaient manquée. Et pourtant,
elle ne pouvait nier que ses pensées revenaient obsessionnellement à l'homme qui n'avait aucun droit à sa considération, le duc qui l'avait rejeté comme banal et impossible à marier, et avait ensuite procédé à 5 duels contre quiconque osait faire écho à sa propre évaluation cruelle, ou lui offrir des arrangements qui n'atteignaient pas la dévotion sincère qu'il prétendait qu'elle méritait. Son frère Edmond la trouva là, alors que la lumière du matin remplissait la pièce, et quand elle se tourna vers lui avec des questions qu'elle pouvait à peine articuler. Il s'assit à côté d'elle et révéla ce qu'il avait gardé secret à la demande explicite d'Ashford, que le duc avait financé en privé l'école du village où Béatrice enseignait, l'hôpital où elle soignait les malades, chaque projet caritatif qu'elle avait entrepris pour transformer sa douleur en but, ne demandant aucune reconnaissance ou remerciement, s'assurant simplement que le travail qu'elle appréciait pouvait continuer et s'étendre au-delà de ce que ses propres ressources pouvaient supporter. Cette preuve de transformation, d'un homme qui avait appris à valoriser ce qui importait vraiment plutôt que les normes superficielles qui avaient autrefois gouverné ses jugements, ébranla quelque chose dans les défenses soigneusement maintenues de Béatrice. Et elle posa à son frère la question qui la terrifiait le plus. Les gens pouvaient-ils vraiment changer, ou devenaient-ils simplement meilleurs pour cacher leur nature fondamentale? Et l'amour d'Ashford était-il une dévotion sincère, ou simplement l'obsession possessive d'un homme qui ne pouvait supporter de perdre ce qu'il avait nonchalamment rejeté? Edmond, qui avait observé la campagne patiente d'Ashford au cours de ces mois, avec l'examen protecteur d'un frère qui ne permettrait pas que sa sœur soit à nouveau blessée, parla avec une honnêteté prudente de ce qu'il avait été témoin, une humilité sincère remplaçant l'arrogance d'antan, une volonté de servir sans reconnaissance remplaçant le besoin d'admiration, une protection offerte non pas comme une performance mais comme un instinct, et plus révélateur encore, un amour qui ne demandait rien en retour, qui se battait pour son honneur même quand elle l'avait explicitement rejeté, qui saignait pour sa dignité même quand elle ne lui offrait aucun encouragement. Béatrice passa les jours suivants dans une contemplation angoissée, arpentant les jardins où Ashford s'était d'abord excusé et avait plus tard failli tuer un homme pour lui avoir offert un arrangement sans amour, essayant de comprendre son propre cœur sous les couches de colère protectrice et de douleur persistante. Et elle commença à reconnaître, avec une clarté réticente, que quelque part dans les mois, depuis cette confrontation printanière, elle était tombée amoureuse, non pas du duc arrogant qui l'avait blessée, mais de l'homme transformé qui avait appris à voir la vraie valeur, qui avait été prêt à se battre et à saigner à plusieurs reprises pour défendre ce qu'il avait été autrefois trop aveugle pour reconnaître, et cette prise de conscience n'apporta pas la joie mais la terreur, car l'aimer signifiait lui faire confiance avec le pouvoir de la blesser à nouveau, signifiait choisir le courage plutôt que la sécurité d'une colère entretenue, signifiait croire en la transformation malgré tous les doutes raisonnables qui murmuraient des avertissements sur l'impossibilité d'un changement fondamental dans la nature humaine. Béatrice savait avec la clarté qui ne vient que d'une honnêteté douloureuse envers soi-même qu'elle ne pouvait en bonne conscience accepter aucune proposition tant que son cœur restait divisé et confus. Et elle demanda donc des audiences privées avec chacun de ses 3 honorables prétendants. En commençant par Lord Sebastian Hartley, qui la reçut dans la bibliothèque où ils avaient passé tant d'heures agréables à discuter de littérature et de philosophie, et lorsqu'elle lui parla d'une voix tremblante de son incertitude et de sa confusion, de sentiments qui la tiraient dans des directions qu'elle n'avait pas anticipées et ne pouvait expliquer pleinement, il l'écouta avec la bonté patiente qui l'avait d'abord attiré vers lui, et dit alors quelque chose qui brisa son calme soigneusement maintenu. Il savait depuis des semaines que son cœur n'était pas entièrement à lui, l'avait vu dans la façon dont ses yeux suivaient le duc d'Ashford lors des rassemblements de village, même quand elle feignait l'indifférence.
avait reconnu dans sa colère défensive envers Ashford l'intensité particulière qui ne vient que lorsqu'on se soucie trop plutôt que trop peu. Et bien que cette connaissance lui apportât une véritable tristesse, parce qu'il en était venu à l'aimer vraiment et profondément, il ne l'enfermerait pas dans un mariage où une partie de son cœur appartenait ailleurs, car elle méritait la plénitude de l'amour plutôt que la compagnie confortable qu'il pouvait offrir. Le capitaine James Worthing reçut sa confession avec le courage inébranlable d'un homme qui avait affronté la mort sur les champs de bataille et avait survécu, l'écoutant expliquer, avec des mots hésitants, qu'elle le tenait en la plus haute estime et le plus profond respect, mais ne pouvait lui offrir la dévotion sans complication qu'il méritait. Et il prit sa main avec une douce fermeté et lui dit qu'il s'en était douté en observant sa réaction au duel d'Ashford, la qualité particulière de peur dans ses yeux qui parlait d'un attachement malgré elle, et bien qu'il eût espéré que le respect et des tempéraments compatibles pourraient être une base suffisante pour le bonheur, il reconnaissait qu'elle avait besoin de plus qu'une affection confortable, qu'elle avait besoin de l'intensité passionnée de l'amour qui transforme, défie et exige du courage, et il retira sa demande avec sa dignité intacte et son amitié offerte pour quelque avenir qu'elle choisisse. Nicholas Chambers, l'artiste qui avait peint son portrait et capturé une beauté qu'elle n'avait jamais vue en elle-même, la rencontra dans son atelier temporaire, où la toile achevée reposait encore sur son chevalet. Et avant qu'elle ne puisse prononcer les mots difficiles qu'elle avait préparés, il désigna la peinture et lui demanda de la regarder honnêtement, de voir ce qu'il avait vu et capturé, non seulement l'intelligence et la bonté, mais une femme amoureuse, une femme transformée par la terrifiante vulnérabilité de l'attachement à quelqu'un qui avait le pouvoir de la blesser profondément. Et le visage sur ce portrait n'était pas le visage qu'elle portait en discutant de poésie avec Sébastien ou en soignant les chevaux avec le capitaine Worthing, mais le visage qu'elle portait en regardant Ashford se battre dans ces duels stupides, dangereux et nécessaires pour sa défense. Elle pleura alors, libérant des mois de confusion, de résistance et de peur. Et Nicolas lui tendit son mouchoir et lui dit avec la perception d'un artiste que certains sujets ne pouvaient être peints qu'une seule fois, qu'il l'avait capturé dans ce moment particulier de transformation et chérirait toujours l'œuvre, mais il reconnaissait que l'histoire qu'elle racontait n'était pas une dans laquelle il figurait en tant que héros, et lui aussi se retira avec grâce et des vœux sincères pour son bonheur. Quand ils furent tous partis, ces trois hommes honorables qui avaient vu de la valeur là où la société voyait de la banalité, qui lui avaient offert leur dévotion quand elle se sentait indigne d'attention, Béatrice se tint seule dans le jardin d'été de sa famille, alors que la lumière de l'après-midi filtrait à travers les roses que sa mère avait plantées des années auparavant. Et elle reconnut la vérité qu'elle avait combattue depuis ce matin de printemps où elle s'était interposée entre Ashford et une violence certaine. Elle était tombée amoureuse non pas du duc arrogant qui l'avait blessée, mais de l'homme transformé qui avait appris à se battre pour ce qui comptait, qui avait saigné à plusieurs reprises pour défendre un honneur qu'il avait autrefois nonchalamment détruit, et maintenant que ses honorables prétendants s'étaient gracieusement retirés, elle ne pouvait plus se cacher derrière leurs revendications concurrentes, ni utiliser leur présence comme un bouclier contre l'affrontement de ce qui la terrifiait le plus. Le duc d'Ashford apparut à la porte du jardin comme s'il était convoqué par ses pensées, son visage montrant la tension de ces mois d'attente patiente et d'incertitude douloureuse. Et lorsque Béatrice lui posa la question qui l'avait hanté pendant des nuits blanches, pourquoi il continuait à se battre pour elle alors qu'elle ne lui avait donné aucun encouragement, aucun signe que sa dévotion serait un jour retournée, aucun espoir que sa campagne patiente puisse réussir. Il répondit avec la simplicité dévastatrice de la vérité absolue. Parce que vous méritez qu'on se batte pour vous, parce que personne ne s'est battu pour vous quand ma cruauté vous a blessé, parce que je vous ai manqué de respect quand le silence aurait été une miséricorde, et que mes paroles désinvoltes étaient une violence,
et je ne peux pas défaire cet échec. Mais je peux m'assurer que personne ne remette plus jamais en question votre valeur, ou ne vous offre moins que la dévotion complète et l'amour sincère que vous avez toujours mérité, même si je ne suis pas l'homme assez chanceux pour vous les offrir. » Béatrice se tenait tremblante dans le jardin d'été, avec la vérité qu'elle ne pouvait plus nier brûlant dans sa poitrine comme un rayon de soleil capturé, et lorsqu'elle regarda le duc d'Ashford se tenant devant elle, le cœur à nu et les défenses totalement abandonnées, elle reconnut avec une clarté dévastatrice qu'elle l'aimait. Non pas malgré les mots cruels qu'il avait prononcés dans cette salle de bal de Londres, mais par une étrange alchimie, à cause de tout ce qui avait suivi, parce que sa transformation avait reflété son propre voyage de jeune fille blessée se cachant dans les coins infâmes, qui avait appris sa valeur grâce à la dévotion patiente d'hommes honorables et à la protection féroce de celui qui avait été prêt à saigner à plusieurs reprises pour défendre ce qu'il avait autrefois nonchalamment détruit. Et cette reconnaissance n'apporta pas la joie, mais la terreur, car l'aimer signifiait abandonner la colère protectrice qui l'avait soutenu pendant des mois de confusion, signifiait choisir le courage plutôt que la sécurité d'un ressentiment entretenu, signifiait croire que les gens pouvaient fondamentalement changer quand tous les doutes raisonnables murmuraient des avertissements sur la folie de faire confiance à quelqu'un qui s'était déjà montré capable d'infliger de profondes blessures. Elle parla alors d'une voix qui tremblait, mais ne se brisa pas, lui disant qu'elle avait passé ces mois à lutter contre la vérité de son propre cœur, qu'elle l'avait vu se battre en 5 duels, saigner de 4 blessures et endurer sa froideur et son rejet avec une patience qui aurait dû être impossible pour un homme de sa fierté et de sa position. Et quelque part dans ce processus terrible et magnifique d'observer sa transformation, elle était tombée amoureuse, non pas du duc arrogant, qui l'avait rejeté comme banal et impossible à marier, mais de l'homme qui avait appris à voir la vraie valeur, qui avait financé ses œuvres de charité en secret, qui s'était battu pour son honneur alors qu'il n'avait aucun espoir raisonnable que sa dévotion soit un jour retournée. Ashford l'écouta avec une expression qui passa de l'espoir à l'émerveillement, puis à quelque chose de très proche de la peur, et quand elle eut fini de parler, il posa la question qui importait le plus. Pouvait-elle vraiment lui pardonner la cruauté de ses premiers mots? Pouvait-elle lui confier son cœur alors qu'il s'était montré capable d'une telle destruction désinvolte? Et l'aimait-elle pour lui-même ou simplement pour l'homme qu'il avait essayé de devenir pour mériter son estime? Béatrice s'approcha de lui dans le jardin où les roses fleurissaient dans la chaleur de l'été et répondit avec une honnêteté qui lui coûta toutes ses défenses restantes que oui, elle l'aimait, mais plus que cela, elle aimait ce qu'ils étaient tous deux devenus à travers ce processus douloureux. Elle avait appris sa valeur grâce à la reconnaissance d'hommes qui voyaient au-delà des normes superficielles de la société, avait découvert sa force au milieu de l'humiliation, avait transformé sa douleur en but et son isolement en travail significatif, tandis qu'il avait appris que la vraie valeur ne résidait pas dans la beauté superficielle ou la position sociale, mais dans l'intelligence, la bonté et le courage particulier qu'il faut pour rester doux dans un monde qui récompense souvent la dureté. Et ensemble, ils avaient tous deux été transformés par un amour qui exigeait la croissance plutôt que le simple confort. Sa demande en mariage ne vint pas avec des discours fleuris ou des gestes dramatiques, mais avec une vérité simple et dévastatrice prononcée dans la lumière déclinante de l'été. Il la voyait entièrement, chaque arête vive de son intelligence et chaque courbe douce de sa compassion, chaque moment de force et chaque éclair de vulnérabilité, et il l'aimait entièrement, non pas comme la laissée pour compte de la société ou comme un prix finalement gagné, mais comme Béatrice, extraordinaire et irremplaçable, et il passerait sa vie à se montrer digne de la confiance qu'elle choisissait de lui offrir, malgré toutes les craintes raisonnables et les hésitations justifiées. Son acceptation trembla sur des lèvres qui avaient prononcé le rejet trop de fois,
la reconnaissance qu'elle choisissait le courage plutôt que la sécurité, qu'elle faisait confiance à la transformation plutôt qu'à l'expérience amère, qu'elle se rendait à l'amour malgré la terreur d'une douleur future potentielle, et quand elle dit oui d'une voix à peine plus haute qu'un murmure, il la prit dans des bras qui avaient tenu des épées pour sa défense, et l'embrassa avec révérence, faim et une gratitude désespérée dans le jardin, où il s'était d'abord excusé, et où elle avait commencé le processus douloureux d'ouvrir son cœur soigneusement gardé à la possibilité du pardon, de l'amour et de la rédemption qu'ils avaient tous deux mérité, à travers des mois de patience, de douleur et de croissance, qui les avaient tous deux transformés en des personnes capables de se choisir l'un l'autre, non par désespoir ou par commodité, mais par une reconnaissance sincère de la valeur et une correspondance des âmes. 3 années s'étaient écoulées depuis cet après-midi d'été où Béatrice avait choisi le courage plutôt que la sécurité, et offert son cœur gardé à l'homme qui avait appris à se battre pour ce qui comptait. Et maintenant, la duchesse d'Ashford se tenait dans le salon de leur maison de ville londonienne, se préparant à accueillir le salon intellectuel mensuel qui était devenu célèbre dans toute la société, non pas pour le titre élevé de son hôtesse, mais pour la brillance de la conversation et l'échange sincère d'idées qui avait lieu entre ces murs, où poètes et philosophes se rassemblaient aux côtés de politiciens et de réformateurs pour discuter de sujets de fond plutôt que de s'engager dans les commérages superficiels qui dominaient la plupart des rassemblements à la mode. Et alors qu'elle arrangeait les chaises et s'assurait que les rafraîchissements étaient préparés, elle s'arrêta devant le portrait que Nicholas Chambers avait peint des années auparavant dans le Derbyshire, cette image capturée d'une femme en transformation, maintenant accrochée à une place d'honneur où les visiteurs pouvaient voir non pas une beauté conventionnelle, mais l'intelligence, la passion et le courage particulier qui avaient d'abord attiré 3 prétendants honorables et finalement conquis l'orgueil d'un duc qui avait eu besoin de se battre en 5 duels avant de comprendre ce que signifiait la vraie valeur. Sa vie était devenue quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer pendant ces mois douloureux, en tant que laissé pour compte négligé, lisant de la poésie dans les coins des salles de bal. Car son mariage avec Ashford s'était révélé être un véritable partenariat bâti sur le respect mutuel, la compagnie intellectuelle et l'amour profond qui vient du fait de se choisir chaque jour malgré les défis et les désaccords inévitables qui survenaient entre 2 individus à forte volonté, qui avaient tous deux appris de dures leçons sur la valeur, la reconnaissance et le courage requis pour être vraiment vulnérables avec une autre âme humaine. Elle avait transformé les œuvres de charité du duché en programmes systématiques qui fournissaient une éducation aux enfants pauvres, des soins médicaux aux familles de locataires et des opportunités aux femmes qui avaient besoin d'alternatives aux choix limités que la société leur offrait, tandis qu'Ashford la consultait sur toutes les affaires du domaine et les décisions politiques. Appréciant son esprit vif et son cœur compatissant d'une manière qui faisait de leur partenariat une relation d'égaux plutôt que la hiérarchie conventionnelle que la plupart des mariages aristocratiques maintenaient, et ensemble ils avaient créé une vie riche de sens et de but au-delà des préoccupations superficielles de rang et d'apparence qui avaient autrefois semblé si désespérément importantes. Leurs 2 enfants jouaient maintenant dans la nurserie à l'étage, une fille avec les yeux intelligents de sa mère et un fils avec la détermination de son père, tous 2 élevés pour valoriser le caractère plutôt que la beauté et la substance plutôt que la position sociale, et les bibliothèques de leurs diverses propriétés débordaient de livres qu'Ashford lui offrait encore pour les anniversaires. Les anniversaires de mariage et les mardis ordinaires quand il trouvait quelque chose qu'il pensait pouvoir ravir son esprit, tandis que les jardins qu'elle avait conçus fleurissaient en chaque saison avec une attention particulière à une beauté qui servait un but plutôt qu'une simple décoration. Ce soir-là, avant l'arrivée de leurs invités, Ashford la trouva dans la bibliothèque
où elle révisait des notes pour la discussion du salon, et il se tint là, l'observant avec l'expression d'émerveillement qui ne s'était jamais estompée, même après 3 ans de mariage, 2 enfants et la familiarité confortable qui vient de la construction d'une vie ensemble. Et quand elle leva les yeux et le taquina sur les 5 duels qu'il avait menés avant qu'elle ne consente à lui faire confiance, lui demandant s'il le referait si les circonstances l'exigeaient, il traversa la pièce, prit ses mains et répondit avec un sérieux absolu qu'il se battrait en 50 duels si nécessaire parce qu'elle valait chaque blessure, chaque moment d'incertitude et chaque transformation qu'il avait subie en apprenant à voir ce que les normes superficielles de la société l'avaient empêché de voir pendant si longtemps. Et elle l'embrassa alors avec l'affection facile d'un amour profond, et lui dit que plus aucun duel n'était nécessaire parce qu'elle avait enfin appris à croire en sa propre valeur, en son amour et en la possibilité de transformation qui vient du choix du courage plutôt que de la peur. Vous qui m'écoutez, peut-être vous êtes-vous aussi senti négligé ou rejeté par ceux qui mesurent de la valeur selon des normes superficielles. Peut-être avez-vous entendu des mots cruels qui vous ont profondément blessé et vous ont fait douter de votre valeur. Peut-être avez-vous eu du mal à croire que les gens peuvent vraiment changer, ou que l'amour peut transformer à la fois ceux qui l'offrent et ceux qui le reçoivent avec un espoir tremblant, malgré une peur justifiée. Sachez ceci, la vraie valeur ne réside pas dans le respect des normes arbitraires de beauté, de charme ou d'attrait conventionnel de la société, mais dans les qualités d'esprit, de cœur et de caractère qui perdurent lorsque l'attrait superficiel s'estompe, dans le courage de rester bienveillant dans un monde qui récompense souvent la dureté, dans la force de construire une vie pleine de sens même lorsque la reconnaissance semble impossible à atteindre. Comme Béatrice, vous devrez peut-être apprendre votre propre valeur à travers le processus douloureux d'être négligé avant d'être enfin vu, devrez peut-être choisir le courage plutôt que la sécurité d'une amertume entretenue, devrez peut-être risquer de faire confiance à nouveau malgré les blessures passées qui murmurent des avertissements sur la folie de la vulnérabilité. Et comme Ashford, vous devrez peut-être affronter votre propre aveuglement et vous battre non pas avec des épées, mais avec le choix quotidien de voir clairement, d'apprécier vraiment et de prouver par une action patiente que la transformation est possible lorsque l'amour exige la croissance plutôt que le confort. Puissiez-vous trouver le courage de reconnaître votre propre valeur, même lorsque les autres ne la voient pas. Puissiez-vous choisir la vulnérabilité malgré la terreur de la douleur potentielle. Puissiez-vous croire en la possibilité de transformation tant en vous-même qu'en ceux qui cherchent à gagner votre confiance, et puissiez-vous reposer cette nuit dans la paix qui vient de savoir que le véritable amour voit complètement, apprécie entièrement et se bat férocement pour ce qui compte le plus. N'oubliez pas de vous abonner aux Chroniques murmurées pour plus d'histoires de transformation, de courage et des voyages remarquables d'âmes négligées qui ont découvert leur propre valeur extraordinaire, et que vos rêves soient remplis de jardins où fleurit le pardon et où les cœurs apprennent à faire confiance à nouveau malgré toute peur raisonnable.